Merci. Eh ben, ça me fait plaisir d'être là à nouveau. Hier, j'ai expliqué qu'on pouvait penser les topos, en tout cas ce que j'ai tenté d'appeler les logos, comme des fonctions, comme des catégories de fonctions continues. Et donc ces catégories de fonctions continues, elles ont une structure, qui est ce qu'on appelle communément la structure de topos. Et alors je vais présenter cette structure. Et je vais essayer d'expliquer que c'est une structure d'anneaux. Alors le parallèle entre les topos et les anneaux est incomplet. Il y a des trous, mais je vais essayer de vous convaincre que c'est quand même pertinent et que justement il faut travailler pour boucher ces trous. Et ça va nous apprendre des choses sur les topos que d'essayer de forcer cette analogie de structure. Donc je vais continuer avec mon double vocabulaire qui n'a pas eu beaucoup de succès, je dois dire, hier. Les retours que j'ai sur le choix du mot logos ne sont pas très bons. Mais je vais insister. Donc je vais distinguer le topos, qui est l'espace, et le logos, qui est la catégorie des faisceaux sur un topos. Donc on va faire de la théorie des logos. Donc je vous rappelle l'analogie structure, les analogies structurelles qu'il faut avoir en tête. Donc c'est que les logos sont au topos, que les anneaux commutatifs vont être au schéma infini. Donc je ne sais pas si les gens sont très familiers avec la chaîne commutative et la géométrie algébrique, au moins dans le niveau de base. Alors s'il y a des questions aujourd'hui, hier je ne voulais pas d'interruption, mais aujourd'hui ça va. Aujourd'hui je pense que... je suis là pour vous apprendre des trucs, donc si vous avez des questions, posez-les tout de suite, attendez pas la fin. Si vous voulez que j'explique en détail plus de trucs, dites-le. Bon, voilà, j'aurai un plan en deux parties. Alors, il y a pas mal de définitions des logos, j'en liste quelques-unes, juste pour ne plus en parler. Donc il y a les fameux axiomes de Giraud. Il y a des axiomes de descente, c'est une variation sur les axiomes de Giraud, qui n'est pas très connue, mais qui est due à Charles dans le papier qui a fondé la théorie des topos supérieurs. Il y a la définition en termes de localisation exacte à gauche de catégorie de préfaisceaux. Donc ça c'est l'une des caractérisations les plus utiles de la théorie. Il y a la bien connue définition des faisceaux sur un site. Et il y a aussi les axiomes de Levire, en tout cas la variation des axiomes de Levire qu'il faut compléter pour que ce soit. Alors je vais, quand je dis topos, évidemment, c'est topos de Grothendieck. Moi je suis un géomètre, donc il faut traduire, il faut toujours ajouter de Grothendieck dans ce que je dis. Et, donc c'est assez amusant de voir la versatilité des présentations des topos. Ça prouve que la notion est intéressante parce qu'il y a vraiment beaucoup d'approches, beaucoup d'utilisation de cette notion qui amène à des axiomatiques complètement différentes. L'axiomatique de descente de Resk et l'axiomatique de Levire n'ont à peu près rien en commun. Alors, je vais donner une définition, juste pour en donner une, inspirée par celle de Giraud. Donc, un logos va être une catégorie présentable. Donc, une catégorie présentable, ça va être une localisation d'une catégorie de préfaisceaux. Donc, en particulier, je vais avoir toutes les limites finies et les colimites. Donc, on demande à ce que les colimites soient universelles. Ça veut dire qu'elles sont stables par changement de base. Donc, je vais faire un diagramme. Alors, j'ai mis au-dessus de... j'ai utilisé la même lettre, ça fait là. C'est-à-dire que si j'ai la colimite d'un diagramme et que j'ai un morphisme vers X et que je le tire en arrière sur Y, l'objet Z que j'obtiens ici s'écrit comme une colimite. Et c'est la colimite des tirés en arrière des XI
Ça, c'est oui. Ce que tu appelles catégories présentables, c'est en fait les catégories localement présentables au sens de Gabriel Hulmer ou c'est autre chose? Oui, j'ai enlevé le locali. Oui. Alors bon, c'est pas seulement limite finie et colimite, c'est toutes les limites de la limite. Elles ont toutes les limites, tout à fait. D'accord. Mais je vais avoir besoin ici que des limites finies. C'est pour ça que je mentionne que elles ont en particulier les limites finies et les colimites. Mais elles ont beaucoup plus. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on appelle ça classiquement, oui, parce que le vocabulaire a un peu changé depuis le riz et on a enlevé le locali. Donc, je veux des colimites universelles, des sommes disjointes. Donc ça veut dire que si je regarde l'inclusion de deux objets dans une somme, et que je compare, je fais le tir en arrière entre les deux, et là je veux que ce soit vide. Et le dernier axiome, c'est l'axiome qui est le plus compliqué à comprendre. C'est l'effectivité des relations d'équivalence. Je vais expliquer dans une minute ce que ça veut dire. Et je vais faire référence aux axiomes 3 et 4 comme aux axiomes d'effectivité. Et donc, ça pourra m'arriver de dire qu'un logos, c'est une catégorie présentable où il y a les colimites universelles et une propriété d'effectivité sur certaines colimites. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que les relations d'équivalence sont effectives? Ça veut dire que si j'ai... Si j'ai une relation d'équivalence sur un objet X, donc, et que je considère le quotient, donc l'application quotient, je peux reconstruire la relation d'équivalence à partir du quotient. Comment je fais? Je prends le carré fibré de mon application quotient et je construis mon espace ici. Et ça, c'est la relation d'équivalence, avoir la même image dans le quotient. Et alors, il y a toujours un morphisme de comparaison entre la relation d'équivalence dont on est parti et la relation avoir la même image dans le quotient. Et l'effectivité des relations d'équivalence, c'est dire que ce morphisme-là est indépendant. Alors il y a des contre-exemples à ce genre de choses dans la catégorie des espaces topologiques. Par exemple. Mais j'ai oublié d'y réfléchir, donc je ne vais pas improviser un exemple. Donc du point de vue du géomètre que je suis, ces axiomes-là, ils permettent de travailler dans un topos. Quand on est dans une catégorie et qu'on veut travailler dedans, tout ce qu'on sait faire, c'est faire des limites et des colimites. Et donc ça, c'est des axiomes qui nous disent comment les limites et les colimites interagissent. Oui, ouais. L'effectivité, ça évoque quoi comme idée? Pourquoi on dit effectif? Parce qu'on peut reconstruire tu veux dire pourquoi le choix du mot effectif? C'est une question piège ça. Qu'est-ce que... Ça fait penser à quelque chose de calculatoire. C'est que toutes les relations d'équivalence sont des paires noyaux. Enfin, c'est exactement ça. Ouais, c'est une manière de comprendre. Je ne sais pas si j'ai quelque chose d'intelligent à dire sur le choix du vocabulaire. Je pense que ça voulait juste dire au départ qu'on pouvait effectuer le quotient. On peut toujours effectuer le quotient. Là, c'est vrai que Oui, mais c'est que c'est pas un vrai quotient. C'est ça. Il y a des relations d'équivalence qui sont distinguées, qui sont celles qui correspondent à avoir la même image à travers un morphisme, et elles sont toutes comme ça. On ne considère pas que c'est un point quotient si ça n'a pas. Ouais, c'est ça l'idée, c'est de refuser les quotients qui ne vérifient pas cette... Historiquement, on appelait équieffectives les relations d'équivalence qui sont celles qui viennent d'un quotient. Oui. Et du coup, c'est dire que toutes les relations viennent d'un quotient, cette action. Ah oui, ça fait sens. Ok, on va d'abord poser le vocabulaire comme ça.
rappelle des petits exemples de logos. Donc la catégorie des ensembles est un logos. Si on a un logos et qu'on a un objet, alors la tranche au-dessus de cet objet, c'est un logos. Donc en particulier, tous les ensembles au-dessus d'un ensemble donné forment un logos. Si on a des diagrammes à l'intérieur d'un logos, on a encore un logos. En particulier, si notre diagramme est un groupe, et donc les actions d'un groupe à l'intérieur d'un logos forment un logos. Si on a une localisation exacte d'un logos, on a encore un logos. Et donc en particulier, si on a des exemples des faisceaux, et les faisceaux équivariants, etc. Alors, maintenant je vais définir la catégorie des logos. Et alors là, c'est là où on commence à avoir un premier intérêt, à avoir un double vocabulaire de topos et de logos, parce que ça va permettre de clarifier la situation des morphismes, qui est dans toutes les références, dans tous les livres sur les topos, il y a un problème avec les morphismes. On ne sait pas trop dans quelle direction ils vont. Voilà quelle est ma convention. Je vais définir un morphisme de logos comme un foncteur qui va préserver les limites finies et les collimits. Alors si on s'intéresse à la logique, il y a une autre notion de morphisme qui serait les morphismes logiques, où on demanderait à ce que le foncteur il préserve beaucoup plus que les limites finies. Alors je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Donc un tel foncteur qui préserve toutes les colimites entre catégories présentables, il a toujours un adjoint à droite. Mais je ne vais pas l'utiliser, donc je vais l'oublier de la théorie. Et ça me fait une catégorie de logos. Alors, dans le vocabulaire classique de la théorie des topos, on a la notion de morphisme géométrique de topos. Alors, c'est pas cela. Alors, pour les distinguer, on peut utiliser le vocabulaire de morphisme algébrique. Pour dire il y a la face algébrique, la face géométrique, il va y avoir des morphismes géométriques de topos et des morphismes algébriques de topos. Alors ça, c'est si on veut garder le mot topos avec une ambiguïté de sens. Moi, je préfère parler de morphisme de logos pour cela. Et alors, on va définir la catégorie des topos, maintenant, comme l'opposé de la catégorie des logos, tout simplement. Et ça, c'est complètement similaire à ce qu'on fait avec les locales et les treillis. Donc les objets de la catégorie opposée des logos, on les appelle des topos, et les morphismes dans la catégorie opposée des logos, on appelle ça des morphismes de topos ou des morphismes géométriques de topos. Alors la comparaison avec les anneaux, elle est assez simple, même si elle est à justifier. Donc il y a une comparaison bien connue entre les treillis et les anneaux commutatifs qui est à la base de la notion d'anneau de boule, les algèbres de boule. C'est que le rôle des sommes, il est joué par les réunions, le produit par les intersections. Alors là, l'analogie est très bonne parce que c'est des opérations binaires dans les deux cas. Alors si on prend des treillis complets, effectivement, on a des opérations infinitaires de réunion, mais on a bien l'impression que c'est une extension naturelle de l'opération binaire d'union. Alors dans les logos, ce qui va remplacer les unions, c'est l'opération de colimite. Alors là, c'est vrai que c'est un peu osé de dire que c'est ce qui va jouer le rôle des sommes, c'est les colimites, parce que une colimite, c'est indexé par des petites catégories. Donc c'est une opération dont les arités sont des petites catégories. Alors là, peut-être qu'il y a une généralisation un peu sauvage d'opérations, mais si on accepte ça, la théorie marche bien. Alors c'est pareil pour les produits. Et on va briser la symétrie entre les deux. On va prendre des colimites arbitraires et des limites qui sont seulement infinies. Alors entre les deux, dans la théorie des anneaux et dans la théorie des treillis, on a un axiome de distributivité. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre la définition d'un logos. Il faut comprendre l'universalité des colimites et les propriétés d'effectivité comme des propriétés de distributivité. C'est-à-dire comme des propriétés qui nous disent comment on échange la prise de collimite et la prise de limite. Comment on permute ça. Alors je reviens à mon axiome. Voilà. Alors pour l'universalité des colimites, c'est très clair. Si
ici, on a une colimite à l'extérieur, un produit fibré à l'intérieur, et on vient d'inverser les deux. Le produit fibré est venu à l'extérieur et la colimite à l'intérieur. Pour l'effectivité, c'est un peu plus compliqué à justifier que c'est la même idée. Et en fait, c'est là où la notion de topos supérieur commence à apporter quelque chose. C'est-à-dire que les axiomes de la notion de topos supérieur, dont je parlerai vendredi, je pense, en fait, sont plus simples que les axiomes des topos classiques. Et notamment, l'écriture de la propriété de distributivité est un petit peu plus simple et regroupe les deux propriétés d'universalité et d'effectivité en une seule condition. Alors, est-ce que j'en étais donc les distributivités, voilà. Alors, et les morphismes, eh bien, c'est les morphismes qui préservent simplement les sommes et les produits. Donc, la définition des foncteurs co-continus et exacts à gauche, c'est précisément les foncteurs qui vont préserver les sommes et vont préserver les produits. Donc, pour l'instant, vous devriez penser que la comparaison est assez légitime. Alors, sur l'opération de somme, donc, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'il n'y a qu'une seule opération de somme et de colimite, mais que ces arités sont indexées par des petites catégories plutôt que par des entiers naturels. Et alors, si on fait ça et qu'on regarde juste les catégories qui ont la structure de somme, on tombe sur les catégories, sur des catégories qui ont toutes les colimites, et pour les attribuer un peu, on impose un peu plus de conditions que juste d'être des catégories avec colimite, on les prend présentables. Alors en fait, c'est pas nécessaire dans la théorie de se limiter aux catégories présentables, mais c'est vraiment très utile. Donc l'analogue des groupes abéliens va être joué par les catégories présentables. Donc tout à l'heure, je vais expliquer l'analogie en plus de détails. Alors pour les produits, c'est exactement pareil. Donc il faut imaginer qu'on n'a qu'une seule opération de limite, mais avec des arités indexées par des catégories finies. Et donc en particulier, ce qui va jouer le rôle des monoïdes abéliens, par rapport à la théorie des anneaux commutatifs, ça va être les catégories ayant toutes les limites finies. Pourquoi un index? Ça vient de left exact. Et c'est un espèce d'anglicisme ici. Pourquoi toutes les limites finies et pas juste les pullbacks? Alors si on prend les pullbacks et qu'on autorise un objet final, c'est la même chose. Et effectivement, en pratique, pour tester que quelque chose commute aux limites finies, on vérifie que ça commute avec les produits fibrés et que ça préserve l'objet terminé. Et donc pour faire le lien entre les deux, donc on a la distributivité. Voilà, donc là j'ai écrit la formule de distributivité de manière qui rend assez limpide la comparaison entre l'universalité des colimites et la distributivité. Donc comme je disais, la propriété d'effectivité, en fait, on la comprend mieux avec la notion de topos supérieur. Donc, et une notion de commutation de limite en général qui est transportée dans les topos de l'autonomie qui viennent directement des ensembles. C'est là que tu ramènes la commutation entre certaines limites additives et des limites projectives. Alors, il y a des relations. Voilà, on sait que les colimites phi 30 vont commuter aux limites finies. Mais là, on prend des colimites arbitraires. Et donc, on n'a plus cette commutation. Autrement dit, le cœur des relations de commutation, en fait, on aimerait vraiment avoir un axiome, une présentation des topos qui nous donne une seule formule en disant colimite de limite, c'est limite de colimite, quitte à changer les petits diagrammes qu'on a. Alors avec Simon, on essaie de regarder ça, parce que là, ça serait une définition, une caractérisation des topos vraiment très satisfaisante. Oui, mais disons l'argument dit quand même que ce que tu demandes, en fait, c'est la distributivité par rapport au coproduit.
Exactement, exactement, c'est ça, ouais. C'est exactement son argument. Parce que C'est ce que j'allais dire. Toute colimite, tu peux l'écrire Voilà. comme une colimite filtrante de trucs de coproduits. C'est le lien précis avec les prétopos qui est exprimé là. En fait, un prétopos qui est présentable est un topos de groupe unique. Tout à fait. S'il est engendré. Ouais, Oui. ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est exactement ce qu'il dit, c'est très important, je pense. Ouais, C'est très important d'avoir ça. Voilà, c'est très Et vrai. en fait, ça explique un peu mieux encore son point de vue. En quelque sorte, si tu veux, c'est vraiment la distributivité par rapport au coproduit qui est essentielle. Ouais, c'est elle qui pose problème. Oui, c'est... Parce que dans la catégorie des ensembles, commuter les colimites filtrantes et les limites finies, ça ne pose pas de problème. Comme tous les topos sont construits par des ensembles et par des opérations qui préservent les colimites et les limites finies. Cette partie-là de la relation est facile. Mais effectivement, et donc il reste le problème, c'est les coproduits, finitaires ou infinitaires, qu'il faut comparer avec les produits fibrés. La commutation des produits, enfin, la formule que décrit pour les quotients par des relations est quelque chose de non trivial aussi, qu'on met dans la définition de prétopos. C'est l'universalité Ouais, c'est ça. des quotients par les relations d'équivalence. Ouais. Dans les ensembles, les limites projectives connexes commutent avec les limites additives discrètes. Oui, il y a exactement ce truc-là. Oui, oui. Donc, excusez-moi. Alors, donc, voilà, on va dresser le tableau de comparaison donc, entre notre algèbre commutative et notre théorie des logos. Donc la notion d'anneau et la notion de logos se correspondent, on l'a dit, la notion de groupe abélien va correspondre à celle de catégorie présentable, les morphismes de groupe abélien vont correspondre aux foncteurs qui vont préserver les colimites, donc foncteurs co-continus. Les monoïdes commutatifs vont correspondre à des catégories ayant toutes les limites finies. Et l'analogue des ensembles, là c'est les catégories simples. Est-ce qu'on peut Oui. étendre ce dictionnaire procédant des transformations naturelles Ça correspond quelque chose Pas vraiment, parce que les anneaux ça vit dans des 1 catégories. Oui, non, mais. Alors il se trouve que les logos vont vivre dans des 2 catégories, mais à moins de construire une notion de 2 flèches entre anneaux, je vois pas. Les transformations naturelles, il faut juste accepter que c'est une structure naturelle qui existe sur les morphismes de logos. Et en fait, il n'y a pas de condition. La catégorie des logos à l'intérieur de la catégorie des catégories est pleinement fidèle sur les transformations naturelles. Donc c'est vraiment un truc où on ne met aucune condition. Donc c'est juste le fait qu'on commence avec des catégories, et donc on a cette triple hiérarchie objet, amorphisme et transformation naturelle. Mais la théorie des logos se définit uniquement en termes de structure sur les objets et de propriétés sur les foncteurs. Alors, tout à l'heure on verra, tout à l'heure j'expliquerai qu'il y a des oublis de structure entre toutes ces notions-là et des constructions libres qui leur sont associées. Avant ça, je veux parler... À quelle heure on a commencé? À 0,7. 0,7, ok. Bon, alors, je vais parler un peu des catégories présentables et de l'analogie. Je voudrais justifier cette analogie entre groupe abélien et catégorie présentable. Alors, catégorie présentable, le plus simple, c'est de se dire que c'est une localisation d'une catégorie de préfaisceau. Je parle d'une catégorie de préfaisceau, j'inverse un certain nombre de flèches W dans ma catégorie, mais je les inverse de manière à ce que la localisation soit un foncteur qui préserve les colimites. Donc, et alors si je fais ça, il se trouve que j'ai toujours un adjoint à droite qui est pleinement fidèle, donc c'est très sympathique. Et il faut comparer cette construction de localisation au quotient qui présente n'importe quel groupe abélien comme un quotient d'un groupe abélien libre. C'est ça l'idée. Donc les catégories de préfaisceaux vont jouer le rôle des groupes abéliens libres. Et alors on a même donc on a des analogues de
l'association entre les constructions libres et les foncteurs d'oubli. Donc de même qu'un groupe abélien, il a un ensemble sous-jacent et qu'à partir d'un ensemble, on peut construire un groupe abélien libre. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai mis monoïde là, mais c'est des résidus de comparaison. Enfin, c'est groupe, je voulais dire. Alors pour les catégories, là on commence à rentrer dans la vraie théorie des catégories avec les problèmes de taille et tout. Mais une catégorie... ah, mais je me suis trompé aussi. J'ai mis, ça, c'est censé être la catégorie des catégories présentables ici. Donc, hein, ah ouais, non, j'ai collé un peu sauvagement et j'ai oublié de le changer. Donc si j'ai une catégorie présentable, je peux oublier la structure, l'existence des colimites et de générateurs pour retenir que le fait que j'ai une grosse catégorie, donc c'est ça à 4 en majuscule. Et alors on n'a pas de foncteur adjoint à gauche à ce foncteur d'oubli à cause de problèmes de taille, mais par contre si on se limite aux petites catégories, alors là il existe un adjoint partiel. Et l'adjoint partiel envoie une petite catégorie sur la catégorie de ces préfets. Il y a quelque chose d'un peu curieux, peut-être c'est quelque chose que je manque, mais le groupe abélien privilégie le produit. Privilégie le Produit, c'est un ensemble uni d'un produit qui correspond au produit, aux limites finies de ton analogie. N'est-ce pas? Non, je sais pas pourquoi tu me mets des produits, mais... Non, la structure de groupe abélien dont tu parles, ça correspondra à la somme, hein, c'est ça? Oui. C'est ça le point. Donc en fait, là tu compares la somme des groupes abéliens aux colimites avec catégories présentables. Ce que tu dis, c'est que quelque part, la construction à colimite libre correspond à la construction en somme libre. C'est ça, c'est rajouter formellement toutes les sommes. C'est ça le point. C'est prendre le groupe libre engendré, les combinaisons linéaires libres engendrées par les éléments. Merci. Voilà, donc c'est ça ma notation Z.E, c'est le Z module libre engendré par l'ensemble E. Bon, pour l'instant tout se passe bien. En fait, il y a une analogie structure beaucoup plus profonde et qui marche encore très bien. Donc notamment la catégorie des groupes abéliens, elle est additive. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire que j'ai une structure de groupe abélien sur les morphismes entre groupes abéliens. Et que les sommes et les produits coïncident dans la catégorie des groupes abéliens. Fini, oui. Oui, je n'aurais pas... évidemment, c'est très faux pour les trucs infinis. Donc, on va vérifier qu'on a la même structure sur les catégories présentables. Alors, pour simplifier, je vais le faire juste avec des préfaisceaux, parce que les calculs sont très explicites. Mais en fait, ça passe très bien aux localisations. Et je vous laisse faire la vérification que ça va passer aux localisations. Alors, tout d'abord, si je prends les foncteurs cocontinus entre deux catégories de préfaisceaux. Donc ça, c'est ma notation crochet, ça va toujours être les foncteurs. Et ici, en indice ou en exposant, je vais mettre la préservation des colimites ou des limites. Donc ici, je prends les foncteurs cocontinus du préfaisceau C dans les préfaisceaux D. Alors, je n'ai pas fait les étapes du calcul ici, mais je vais les faire au tableau. Ça, c'est un calcul qu'il faut avoir fait une fois dans sa vie. Si j'ai un foncteur cocontinu d'une catégorie de préfaisceau vers une autre catégorie, ben ça c'est la même chose qu'un diagramme depuis les générateurs en C. Maintenant, ma catégorie de préfaisceau, c'est des foncteurs depuis des hops dans Hans, donc je peux utiliser la jonction entre le home et le produit cartésien de catégorie. Et ici, je me retrouve avec des foncteurs à valeur dans les ensembles. Et donc ça, c'est la même chose. Il y a un élément de cette catégorie. Cette catégorie, c'est simplement les préfaisceaux sur un setup. Et donc, la catégorie des foncteurs co-continus entre deux catégories de préfaisceaux est elle-même une catégorie de préfaisceaux. Donc ça, c'est l'analogue du fait que l'ensemble des morphismes entre deux groupes abéliens est naturellement un groupe abélien.
Alors pour les sommes et produits, ça marche pareil. Donc on peut définir la somme directe de deux catégories de préfaisceaux, simplement en faisant le produit des deux catégories. Et comme les préfaisceaux sont des catégories de... Quand on fait un produit de catégorie de foncteurs à valeur dans la même catégorie, ça c'est la même chose que les foncteurs depuis la réunion des domaines vectoriels. Et alors on peut vérifier qu'on a des morphismes, on a une inclusion naturelle des préfaisceaux de C dans la somme directe avec D, et qu'on a aussi des projections, et que ces projections vérifient les conditions de... comment on appelle ça déjà biproduit? Non, oui c'est ça. Ça a un nom en théorie des catégories abéliennes que j'oublie là. Mais, enfin bref, on a les équations de structure habituelles hein, des produits et des sommes. Alors on a même plus. Sur les groupes abéliens, l'un des objets les plus importants, c'est le produit tensoriel. Alors, on va avoir un produit tensoriel de catégorie présentable. Alors, pour le comprendre, il faut rappeler comment est défini le produit tensoriel de groupe abélien. C'est un objet qui est défini par une propriété universelle. C'est que si je prends une application d'un produit de groupe vers C, qui est linéaire en chacune des variables, alors, je factorise ça par une application linéaire universelle. Pardon, je peux remplacer mon application bilinéaire par une application linéaire depuis le produit tensoriel de mes deux groupes abéliens. Donc, le produit tensoriel de groupe abélien, c'est l'enveloppe linéaire du produit des groupes abéliens. Alors, on a toujours une propriété d'adjonction du produit tensoriel par rapport au morphisme, au groupe abélien de morphisme. Et le calcul du groupe abélien sur les objets libres, pardon, le calcul du produit tensoriel sur les objets libres est très simple. Je fais juste les produits des générateurs et je prends le groupe libre engendré par le produit des générateurs, et ça me donne le produit tensoriel. C'est trivial en utilisant la propriété universelle. Et pour construire le produit tensoriel de groupes abéliens généraux, on procède comme suit. Je prends le produit, donc je regarde A et B comme étant des générateurs. Et donc si je prends le groupe libre engendré par A lui-même, après je vais devoir imposer que la somme formelle dans mon groupe libre, c'était la somme qui existait dans A. Alors c'est ça qu'on va faire. Je prends le groupe libre engendré par le produit de mes deux ensembles sous-jacents à mes groupes abéliens, et j'impose que A plus A' calculé dans mon groupe A, tensorisé avec B, est égal à A tenseur B plus A' tenseur B, c'est-à-dire la somme dans le groupe libre que je viens de construire. Comme on dit, on impose que l'opération de produit tensoriel est linéaire en chaque côté. C'est comme ça qu'il faut prendre l'équation. Alors tout ça se généralise exactement de la même manière avec les catégories présentables. Donc on peut définir un produit tensoriel de catégorie présentable, il a une propriété universelle. C'est que si je prends un foncteur qui préserve les colimites en chaque variable, eh bien, il va exister une catégorie présentable universelle qui va factoriser tous ces foncteurs bico-continus. Et elle va avoir la même propriété d'adjonction qu'on attend, c'est-à-dire qu'un foncteur depuis le produit tensoriel de A tenseur B dans C, c'est la même chose qu'un foncteur de A vers les foncteurs de B dans C. Ça, c'est un calcul direct à partir de cette propriété universelle. Sur les objets libres, le produit tensoriel se calcule par le produit des générateurs, exactement comme avec les groupes libres. Et pour construire le produit tensoriel en général, eh bien, on va prendre la même formule qu'avec les groupes,
Il y a juste un seul problème, c'est les problèmes de taille, mais je vais sauter sur ça. Si vous voulez les discuter, on pourra les discuter après la présentation. Et donc on impose, la formule, ce qu'il faut retenir de ça, c'est cette formule-là. C'est que donc, dans un produit tensoriel de catégorie présentable, je sais faire des produits tensoriels d'objets, quoi que ce soit, et il y a une propriété de linéarité par rapport aux colimites. J'ai le droit d'écrire cette équation-là. Donc vous devriez être convaincu que ça marche pas mal. Cette histoire de comparer, prendre des catégories présentables comme étant des groupes abéliens. Toute la structure qu'on peut abstraire des groupes abéliens existe de l'autre côté. Et alors, maintenant, comment on définit un anneau? On définit ça comme un monoïde dans des groupes abéliens, monoïde commutatif. Et ben c'est pareil, on va pouvoir définir un logos comme une catégorie présentable qui admet des limites finies et une relation de distributivité. Alors c'est pas tout à fait comme ça que j'ai présenté les axiomes, mais c'est comme ça qu'on peut les comprendre. Alors je reviens à mes quatre notions. Donc on peut faire ça. Non, c'est une question. C'est-à-dire on peut vraiment définir à l'intérieur de l'univers sans trop souffrir. Tu vois les différents éléments que tu indiquais, en particulier les propriétés sur l'équivalence, relation d'équivalence et tout ça, on les retrouve. Ouais, c'est ce qu'on aimerait. Alors là, le travail n'est pas tout à fait fini pour présenter les choses comme ça. D'accord. Parce qu'idéalement, on aimerait que ce soit un objet très... C'est ça, on aimerait dire c'est une algèbre pour une certaine monade dans la catégorie des catégories présentables. Exactement. Ça, c'est pour l'instant. Alors, s'il y a des, en fait, il y a des résultats comme ça. Pardon, ça existe déjà. Il y a des résultats de Martha Buch sur ça. Et il y en a d'autres, mais il faut regarder dans son papier, il y a des références. Non, mais au-delà de la présentation monadique, avoir une description relativement plus concise encore. Tu vois, la force de la présentation des anneaux comme monoïdes dans AB, c'est très compact. Ouais. Ça décrit vraiment deux structures, comment toutes les lois de cohérence entre elles. Et donc c'était pour ça que je te demandais là, parce que tu dis, si on part de cette catégorie, des catégories présentables, alors les topos sont des objets particuliers, c'est ça? Ouais. Mais ce que tu dis, c'est qu'on aimerait avoir une présentation simple. Oui, on aimerait dire on aimerait comprendre la monade qui remplace la construction du monoïde commutatif libre. Voilà, oui. Alors justement, mais il y a eu des travaux là-dessus et on va les mentionner. Donc il y a un parallèle entre deux situations et le parallèle marche bien. Donc notamment on a des oublis de structure. Donc des anneaux, je peux oublier la structure additive ou la structure multiplicative et j'arrive dans les monoïdes ou dans les groupes abéliens et je peux tout oublier et j'arrive dans les ensembles. Alors c'est la même chose du côté des logos. On peut oublier l'existence des colimites, on arrive dans les catégories avec limites finies. On peut oublier l'existence des limites finies, on arrive dans les catégories présentables et on oublie tout, on arrive dans les catégories. Alors ces foncteurs d'oubli vont avoir essentiellement des adjoints à gauche. Alors, le problème, c'est qu'il y a des problèmes de taille. Donc, du côté des logos, les adjoints à gauche existent seulement si on se restreint à des petites catégories. Donc, j'ai déjà mentionné comment construire librement une catégorie présentable à partir d'une petite catégorie. C'est juste les préfaisceaux. Si je veux construire librement une catégorie avec les limites finies à partir d'une catégorie, c'est facile aussi. C'est une variation sur la construction des préfaisceaux. On va compléter. Dans les préfaisceaux, on rajoute toutes les colimites, mais on pourrait rajouter seulement les colimites finies. Ça nous ferait une catégorie plus petite.
et bien ça c'est la construction duale avec des limites. C'est-à-dire on fait ça sur les catégories opposées, et on arrive à compléter une catégorie par les limites finies. Et alors ce qui est moins évident, c'est que si j'ai une catégorie avec limite finie, et que je prends les préfaisceaux là-dessus, c'est-à-dire je prends le groupe abélien libre engendré par un monoïde, c'est vraiment ça l'analogue, et bien c'est un anode. Donc là ça va être pareil, si je prends les préfaisceaux sur une catégorie ayant des limites finies, ça va me donner un logos. Alors c'est banal parce qu'on sait même que tous les préfaisceaux sont des logos, donc si ma catégorie de générateur a des limites finies ou pas, c'est pas très important. Mais par contre, si la catégorie a des limites finies, eh ben c'est l'adjoint à gauche du foncteur d'oubli de la structure des copies. Et le foncteur le plus compliqué... Et elles sont préservées, le Yoneda, voilà. Alors voilà, le lemme de Yoneda, la remarque que le lemme de Yoneda préserve toutes les limites qui existent dans les générateurs prend son sens ici, Voilà. parce que c'est ça qui va nous dire que je vais pouvoir calculer les limites dans mon logos enveloppant comme je l'ai calculé dans mes générateurs. Exactement comme quand je prends un produit, si je linéarise un monoïde, le produit de mes éléments dans mon anneau de générateur, c'est le produit dans le monoïde. Donc là, on peut interpréter Yoneda, la propriété de Yoneda exactement comme ça. Alors le foncteur le plus compliqué ici, c'est l'analogue de l'algèbre symétrique. Alors, si je prends un groupe abélien et que je veux construire un anneau, je dois prendre le monoïde commutatif librement engendré dans la catégorie des groupes abéliens par mon groupe. Alors dans le cas des groupes abéliens, on a de jolies formules en termes d'algèbre tensorielle, d'algèbre symétrique. Dans le cas des logos, c'est plus compliqué. Et il n'y a pas de formule que je connaisse pour décrire la construction du logos symétrique à partir d'une catégorie présentable. Si la catégorie présentable est sympa, alors il y a des formules. Bon, si c'est une catégorie de préfaisceaux, on sait ce qu'on doit avoir à la fin, donc là c'est un peu l'exemple trivial. Si la catégorie présentable est un rétract d'une catégorie de préfaisceaux par foncteur co-continu, aussi il y a des formules sympathiques. Mais en général, la formule est compliquée. Alors pourquoi est-ce qu'elle est compliquée? Parce qu'on ne peut pas seulement rajouter des produits, on va rajouter des limites finies. Et donc on comprend bien qu'il faut déjà engendrer la collection de toutes les limites finies. Donc on a des générateurs, il faut rajouter toutes les limites finies sur ces générateurs, et puis recommencer. Et Si c'est une catégorie présentable et donc esquissable. ouais. Pourquoi en remontant à l'esquisse, arriver justement sur une formule? Parce que le truc de l'esquisse, elle redescend automatiquement par les dégâts dans la catégorie présentable. Bonne question, je sais pas. J'ai pas essayé d'y réfléchir en termes d'esquisse, et c'est possible qu'on arrive à faire des... Ouais. Je me doute bien, mais... Ce sont tous les préfaisceaux qui transportent, qui respectent certains... Ouais, alors... j'ai l'impression que ça revient à... Donc, si on a une esquisse qui présente une catégorie présentable, en fait, on n'est pas tellement dans la catégorie présentable, on est ici, on a fixé des générateurs. Et donc ça revient à construire ce foncteur-là, en fait en redescendant à 4 et en faisant le tour du diagramme de l'autre côté. Mais on sait que c'est bon, parce qu'on sait que ça commute, donc on sait que c'est ça la bonne construction. Donc probablement on peut penser que si j'ai des générateurs, je complète ces générateurs librement pour les limites finies, et là il faut que je comprenne comment ma structure d'esquisse est augmentée sur cette nouvelle catégorie. Mais ouais, ça doit pouvoir marcher. Bon, secrètement, on aimerait quand même une formule qui nous dise qu'il y a une espèce d'algèbre tensorielle ou un truc comme ça. Bon, c'est pas clair que ça existe, mais peut-être dans certains cas particuliers, on peut espérer avoir des constructions comme ça, mais pour l'instant, c'est Ce qui serait bien, c'est déjà d'avoir une formule pour une localisation explicite d'une catégorie de préfaisceaux en fonction de la localisation. Ouais. Probablement, on ne peut pas prendre n'importe quelle localisation, mais peut-être, j'en sais rien. Donc, mais si on a une localisation d'une catégorie de préfaisceaux et
en quelque sorte avoir un procédé canonique pour la rendre exacte à gauche. Mais, Ouais, alors ce qu'on peut faire, c'est si j'ai une catégorie de préfaisceaux et des flèches que je veux inverser, je prends le logos libre sur ma catégorie de préfaisceaux, donc je prends le logos symétrique sur ma catégorie de préfaisceaux, et je dois inverser les flèches que j'avais dans ma catégorie de départ, mais il faut les inverser de manière à produire une localisation exacte à gauche cette fois. Et donc il va falloir comprendre comment engendrer des localisations exactes à gauche. Alors ça, c'est ce sur quoi je voudrais terminer aujourd'hui, c'est justement apprivoiser les localisations exactes à gauche. Pour l'instant, je vous raconte tout ça juste pour poser le problème de comment on fait pour construire des logos. Martha Wood, qui est la spéciale, c'est quoi la date? Je ne me souviens pas de la date. C'est vieux, c'est récent. Non, je pense que ça doit dater des années 80 ou 90. Ah oui. Enfin, ça dépend si c'est récent ou pas. Non. Mais donc c'est ces papiers sur les spreads. Et alors en fait, donc je crois que le logos symétrique, il a été conçu pour la première fois par Lovir, je crois. Je sais pas. Et je crois que Vickers aussi a peut-être des papiers sur ça. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, c'est parce que j'ai pas eu le temps de chercher les références exactes. Mais elles sont toutes dans les articles de Google, les références. Donc, ok, ça voilà, j'ai déjà expliqué les noms de tous les foncteurs. Ah oui, non, j'ai oublié, j'ai oublié le foncteur composé, qui est donc le foncteur de logos libre sur une catégorie. Alors, celui-là, il est très facile à comprendre quand on passe par en bas. Donc, si je veux construire le logos libre sur une catégorie, je prends ma catégorie, je rajoute formellement toutes les limites finies, et après, je prends des préfaisceaux dessus, c'est-à-dire je rajoute formellement mes colimites. Et donc ça, c'est tout à fait analogue à la construction de l'anneau libre sur un ensemble, où je prends d'abord les combinaisons multiplicatives de mes éléments, je prends le monoïde libre engendré par mon ensemble, et après je fais les combinaisons linéaires de ça. Autrement dit, je construis d'abord mes monomes, et après mes polynômes. Et donc, il y a une analogie, il va y avoir une analogie entre les polynômes. Alors, souvent, je l'ai pensé comme un coefficient dans Z, c'est pour ça que je ne mets pas de coefficient dans le monome, parce que c'est intégré dans la somme, c'est des entiers, donc il suffit que je répète le xn suffisamment de fois. Et dans les catégories, il va remplacer cette écriture-là. Ça va être une écriture de ce type, à des colimites de limites finies. Alors décrivons le topos libre sur un générateur. Parce que comme avec les anneaux, toute la théorie des anneaux est dans l'anneau des polynômes à un générateur. Et donc toute la théorie des logos va être dans le topos, dans le logos librement engendré par un générateur. Alors c'est très explicite. C'est les préfaisceaux sur l'opposé des ensembles finis. Bon, ce qui est la mauvaise manière de le dire, c'est simplement donc les foncteurs depuis la catégorie des ensembles finis vers la catégorie des ensembles. Alors ça, c'est ce qu'on appelle aussi le topos classifiant des objets. Et alors, comment on comprend la construction? Eh bien, si j'ai juste un objet, un singleton, et que je veux rajouter toutes les colimites finies, eh bien, ça me fait les ensembles finis. Et donc, si je pars d'un objet et que je veux rajouter toutes les limites finies, je dualise, je rajoute d'abord les colimites finies, j'obtiens les ensembles finis, et après, il faut que j'oppose. Donc, la catégorie opposée aux ensembles finis, c'est la complétion pour les limites finies de un objet. Et donc, la formule disait qu'on devait prendre les préfaisceaux sur ça. Et donc, quand on enlève les hop sur la fait, on obtient juste des foncteurs depuis les ensembles finis vers les ensembles. Alors ça, c'est ce que j'appelle en analogie avec la notation des anneaux
ensemble crochet X. Et X est un objet distingué ici. Et alors, qu'est-ce que c'est que X? Ben, ça va être un facteur distingué des ensembles finis vers les ensembles. Ben, c'est l'inclusion interne. Alors ici, il faut penser que le singleton, l'ensemble à un élément qu'il y a ici, c'est le générateur. Et donc ce foncteur-là, c'est juste, j'envoie le générateur sur l'ensemble à un élément, et puis je prolonge par commutation au collinet. Et alors il faut penser les objets de ce logos libre. Vous voyez, moi aussi j'ai du mal avec la terminologie topos logos. Comme des sortes de polynômes, des polynômes en X. Alors comme on n'a qu'un seul X ici, dans cette formule-là, comme on n'a qu'un seul X, c'est forcément la limite d'un diagramme constant, donc c'est une puissance de X. Donc là c'est un X à la puissance à un certain ensemble. Et donc les polynômes logosiques, ce sont des colimites de puissance du générateur. Vous l'appelez logotique? Logotique. Je ne sais pas si c'est bien construit, logotique, mais Oui, c'est des gothiques, quoi. Donc bon, ben voilà, on a l'analogie, je viens de l'expliquer. Et donc, je voudrais décanuler la propriété du... ouh là là, mais je suis en retard. Hein, donc bon, alors je ne vais pas vérifier la propriété du topos libre. Donc un mot rapide sur les topos enveloppants dans les adjonctions que j'ai ici. Comme catégorie intermédiaire entre les catégories et les catégories qui ont toutes les limites finies, je peux faire intervenir les catégories qui ont les produits finis. Et donc si je la mets en dessous, j'ai une factorisation. J'ai une factorisation de la complétion par limite finie. D'abord, je rajoute des produits finis, et puis après, je complète pour les autres limites. Alors cette catégorie qui est ici, on peut appeler ça la catégorie des théories de Lobir. Et donc, on a tout de suite, avec le jeu des adjonctions, ici, la construction du logos enveloppant d'une théorie de Lobir. On prend la théorie, on rajoute, on complète pour les limites finies qui nous manquaient, et après on prend les prévisions. Alors, je mentionne quelques problèmes de cette analogie, c'est-à-dire maintenant qu'on a compris que, tiens, c'est vrai, il y a l'air d'avoir une analogie assez solide entre catégorie présentable, Babélien, logos, anneaux, jusqu'à quel point la théorie des anneaux se généralise du côté des logos. C'est-à-dire, les premières choses qu'on sait faire avec les anneaux, c'est construire les quotients, on a une notion d'idéaux qui nous aide à maîtriser les quotients. On a aussi une notion de localisation qui est fondamentale pour les applications de géométrie. On a toute la théorie des modules. On a un calcul différentiel qui est lié aux modules et aux puissances, au fait qu'on peut prendre des puissances idéales. On a les théories de la mesure qui sont liées aux formes linéaires sur notre anneau. Et puis on a même en géométrie algébrique des trucs qui ne sont plus des anneaux, parce que quand on les recolle du point de vue géométrique, on obtient des objets comme ça. Alors est-ce que tout ça, est-ce que ça se généralise du côté des logos? Alors c'est pour beaucoup des questions ouvertes. Donc aujourd'hui je vais parler de quotients et je vais essayer d'expliquer dans les 5 minutes qui me restent comment on peut apprivoiser les quotients. Je mentionne juste que le calcul différentiel des topos, alors il se comporte mieux dans les topos supérieurs, comme beaucoup de propriétés des topos. C'est lié à ce qu'on appelle le calcul de Goodwillie des foncteurs, et la théorie de la mesure, ça va être lié à ce qu'on appelle la dualité de Vernet. Et la notion de schéma non affine, on peut voir ça comme étant lié à la notion de champ à la logarithmique. Alors, maintenant, alors ça je vais passer. Voilà, je voudrais parler des quotients.
Donc maintenant qu'on sait construire des logos libres, ben, on va pouvoir construire tout logos comme un quotient d'un logos libre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que la notion de quotient? Ben, ce qui va remplacer, dans la théorie des catégories, ce qui remplace la notion de quotient, c'est la notion de localisation. Alors ça, c'est assez naturel. C'est un peu dommage que le terme de localisation, quand les gens ont commencé à regarder ça, l'analogie avec les anneaux était tout autre. Et du coup, ils ont appelé localisation ce qui se compare mieux dans notre point de vue à des quotients. Donc si je prends une flèche dans une catégorie C et que je l'inverse, il faut y penser. Comme le quotient de C par la relation x est égal à y. C'est ça l'idée. Alors ça marche très bien. Et donc dans la théorie des logos, on veut des quotients, c'est-à-dire des localisations, mais qui soient des morphismes de logos. Alors toutes les localisations, elles sont dans les catégories présentables, donc elles commutent toujours avec les colimites, et il faut donc imposer qu'il y ait une commutation avec les limites finies. Donc c'est ce qu'on appelle les localisations exactes à gauche. Ce sont des localisations qui préservent les limites finies. Et donc là, ah oui. Malheureusement, j'ai pas le temps de rappeler tout ça. Bon, je vais tenter de le faire, mais ça va être rapide. Alors, les localisations de catégories en général, c'est très compliqué. Mais les localisations de catégories présentables, c'est super simple. Et c'est pour ça que les catégories présentables sont si importantes. C'est que quand on a une catégorie présentable, par exemple une catégorie de préfixaux, et qu'on a une localisation, alors on a toujours un adjoint à droite qui est pleinement fidèle. Autrement dit, on n'a pas à construire la localisation, puisqu'elle existe comme une sous-catégorie de notre catégorie de départ. Donc on a juste à identifier quels étaient les objets qui étaient dans cette image. Ça, c'est la notion d'objet local. Ce sont les objets locaux pour les équivalences qu'on avait dans W. Alors qu'est-ce que c'est que W? W, c'est un ensemble de flèches dans les préfaisceaux. Et donc, il y a une notion d'orthogonalité entre flèches dans une catégorie qui dit qu'une flèche de A vers B est orthogonale à une flèche de X vers Y. C'est seulement si pour tout diagramme commutatif entre les deux, on a un unique relèvement ici. Alors ça, malheureusement, je n'ai pas le temps d'être pédagogique sur ça. Ça définit une notion d'orthogonalité. Et on peut utiliser cette notion d'orthogonalité pour calculer les objets locaux en disant un objet local s'il est orthogonal à toute flèche W. Alors, ça veut dire que dès que j'ai un morphisme comme ici j'ai mis l'objet terminal, je peux oublier cette condition-là. Ça veut dire que toute flèche de A dans X s'étend uniquement en une flèche de B dans X. Autrement dit, du point de vue de X, A et B, c'est la même chose. Et donc, X voit la flèche W comme étant inversée. Alors c'est vraiment ça l'idée des objets locaux, parce que dans cette catégorie-là, les flèches de W sont inversées. Et donc, on a cette caractérisation des objets locaux qui est très utile pour construire des localisations. Et le théorème, c'est que les objets locaux pour une classe W de flèches, c'est la même chose que la localisation de C par rapport à W. Alors, il y a des problèmes de taille pour que W soit petit. Donc, on aimerait avoir une caractérisation de ce type-là pour caractériser des localisations exactes à gauche. C'est-à-dire partir avec un ensemble de flèches W. Alors, en fait, on peut partir avec une seule flèche, parce que si on en a un petit ensemble, après la somme de toutes les flèches,
ça va jouer le rôle. Et donc caractériser les objets locaux, mais pour la localisation exacte à gauche, engendrée par W. Donc c'est plus fort que juste une localisation. Donc il va falloir une notion d'orthogonalité plus forte. Pardon, je suis un peu confus. Est-ce Oui. que tu dis en fait que W définit une topologie sur C et on prend les questions pour cette topologie? C'est ça que tu dis ou pas? Oui, alors voilà, c'est ça. Alors en termes de topos, ça va être ça. Alors, Donc en fait, parce que mais il faisait la remarque, c'est ça la dualité, mais donc en fait, si je fais l'analogie avec son exposé de ce matin, tu remplaces ces tri à L par une catégorie C, ouais. tu prends les préfets au-dessus, c'est l'algèbre de Boole, et à l'intérieur, enfin, via la topologie, tu identifies les filtres, co-filtres, etc., qui Ouais, héritent voilà, de c'est ces ça. préfaisceaux, C'est ça. leur notion d'espèce. Ouais. D'accord. Et, donc, je passe sur. C'est qui avait JF? J'y viens. Donc, avant d'énoncer le résultat, je vais expliquer la démarche. Donc, si je veux décrire une localisation par W, j'ai une notion d'objet local. Donc là, si je veux décrire la localisation exacte à gauche engendrée par quelque chose, il va falloir des objets plus forts que les objets locaux. C'est-à-dire, non seulement ils vont inverser mes flèches de W, mais il faut qu'ils inversent toutes les relations obtenues par limite finie à partir des flèches dans W. Alors il faut maîtriser ces données-là. Alors le critère qui est sympathique, c'est de mettre une condition sur W. C'est-à-dire, si W vérifie une condition, alors la notion d'objet local classique est la bonne déjà, directement. Et donc il faut comprendre quelles conditions doit satisfaire la classe des flèches qu'on inverse pour que la localisation soit directement exacte à gauche. Alors c'est ça le sens de ce résultat-là. Donc il y a deux critères. Donc ABFJ, c'est mes collaborateurs Georg Biedermann, Eric Finster et André Joyal. Et donc dans un papier qu'on est en train d'écrire, on va prouver ce théorème. Et j'ai une autre version du théorème par d'autres méthodes. Et alors l'idée, c'est la suivante, c'est que si W est stable par limite finie, alors la localisation est exacte. Et donc la notion d'objet local est la bonne. Et un autre critère qui est un peu plus petit, c'est qu'il suffit en fait que W soit stable par diagonale. Donc la diagonale d'un morphisme F, c'est le morphisme vers le carré fibré de si j'ai une flèche F, je prends son carré fibré. On a toujours une flèche canonique ici, et c'est ça qu'on appelle la diagonale. Ça correspond à prendre la diagonale des fibres. Et donc, si W est stable par diagonale et par changement de base, alors la localisation engendrée par W est exacte à gauche. Alors ça, le deuxième critère est très sympathique. Parce que si maintenant je pars d'une unique flèche W, je fais la somme de toutes ces diagonales, que j'appelle W', et je veux dire qu'un objet, il est lex local, si il est orthogonal à tous les changements de base de W'. Et alors ça, ce type d'orthogonalité s'apprivoise très très bien donc par quelque chose qui s'appelle les modalités en théorie des topos. Mais je n'ai pas prévu d'en parler aujourd'hui. Et donc un cas particulier alors pardon, laissez-moi expliquer quelles sont les motivations derrière ce problème-là. Parce qu'après tout, on pourrait se dire, bon, des topos, on a déjà plein de méthodes pour en construire. On prend des faisceaux sur des sites, et là, il y a toute une variation même, tout un spectre de méthodes utilisant cette idée. Il se trouve que dans la théorie des topos supérieurs, qui est secrètement celle qui m'intéresse, la notion de site est insuffisante. On ne peut plus capturer toutes les localisations exactes à gauche à l'aide de structures de sites.
Donc il a fallu inventer des nouvelles méthodes. Alors ces caractérisations-là, des localisations exactes à gauche, marchent dans les topos supérieurs. Et alors il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a de particulier au topos ordinaire. Donc l'idée derrière les sites, c'est que j'inverse, je suis capable d'écrire mes relations pour construire mon quotient à l'aide de monomorphismes seulement. Alors, en général, c'est pas comme ça que les problèmes arrivent. En général, je veux construire une relation, un quotient, c'est une vraie flèche que je dois inverser. Mais il se trouve que dans une catégorie, dans un topos ordinaire, inverser une flèche, c'est la même chose qu'inverser deux monomorphismes. Si j'ai une flèche x dans y, je prends son image, un monomorphisme, je prends l'image de sa diagonale, c'est aussi un monomorphisme. Et si j'inverse l'image et l'image à la diagonale, si j'inverse l'image, je force ma flèche à devenir surjective, et si j'inverse l'image à la diagonale, on la force à devenir un monomorphisme. Et donc si j'impose les deux conditions, je viens de forcer ma flèche à devenir un isomorphisme. Alors ça c'est précisément précisément ça qui rate, qui ne marche plus dans les topos supérieurs, cette capacité à décomposer la condition de transformer une flèche en isomorphisme en une condition sur les images, l'image de la diagonale de la diagonale, etc. On comprend qu'on pourrait itérer le processus, mais ça ne marche pas, ça ne marche plus. Donc, si j'appelle une localisation topologique une localisation où mes relations sont données par des monomorphismes, en fait, le théorème de la théorie des topos ordinaires, c'est que toute localisation est topologique. Ceci dit, le critère qu'on a de calcul des localisations exactes à gauche donne quand même quelque chose dans le cas des topos ordinaires. Donc si je prends Si la flèche que je veux inverser était un monomorphisme, la diagonale d'un monomorphisme, c'est toujours un isomorphisme. Donc je n'ai pas besoin, dans mon théorème, d'avoir une stabilité par diagonale et changement de base. Je peux enlever la diagonale. Donc, si je veux comprendre la localisation exacte à gauche engendrée par un monomorphisme, il suffit que je regarde tous les changements de base de mon monomorphisme. Et donc, les objets locaux, les objets lex locaux de ma catégorie E, de mon logos E, par rapport à un certain monomorphisme, c'est juste des objets qui sont orthogonaux à tous les changements de base de mon monomorphisme. Donc, disons que c'est un autre point de vue sur les sites où on n'a pas les générateurs. On a juste, là on travaille directement avec le topos, le morphisme à l'intérieur du topos qu'on veut localiser, et on a une condition pour décrire la quotient. Voilà, bon, je vais m'arrêter. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? À propos de l'analogie entre les préfessos et les groupes abéliens libres, quand tu prends un groupe abélien libre, il n'est pas libre de manière canonique. Quand tu prends un préfesso, il est libre de manière canonique. Il est canoniquement la colimite d'un ensemble de représentables, d'un diagramme de représentables. Dans un groupe libre, un élément il est canoniquement une somme de générateurs. Oui, il faut choisir les générateurs. Alors que là, les générateurs sont canoniques dans le cas des préfessos. Dans un groupe libre, le générateur est... Tu considères qu'ils sont donnés? Alors, dans une catégorie de préfesso, tes générateurs, ils sont pas, tu peux les oublier. Et tu ne sais pas les reconstruire si tu les oublies. Enfin, c'est la théorie de la condition idempotente. Plusieurs catégories peuvent donner la même catégorie. Ça dépend parce que si, peut-être tu peux appeler un groupe libre un truc qui est isomorphe au groupe libre engendré par un certain ensemble. Et donc tu peux appeler une catégorie, tu peux aussi regarder les catégories qui sont équivalentes à des catégories de préfesso. Auquel cas, tu vois, tu oublies les générateurs et là tu ne sais plus décrire les objets. Oui, d'accord, si tu considères le niveau qui je pense au niveau de cette remarque-là, ce qui se passe, c'est que les préfessos, c'est plus proche de la construction d'un monoïde commutatif libre, où effectivement chaque élément s'écrit de façon unique, comme somme des générateurs, parce qu'il n'y a pas de soustraction qui permet de mettre plusieurs fois le même générateur. Ah d'accord, ok, c'est ça que tu voulais dire. Non, mais... D'accord.
bonne remarque. Oui, et alors une deuxième chose, c'est est-ce que le choix de cette catégorie des groupes abéliens, est-ce que c'est un truc obligatoire ou est-ce que tu peux faire ça autrement? Ou autrement dit, qu'est-ce qu'il y a d'abélien finalement dans les préfaisceaux? En quoi ça a un caractère abélien? C'est-à-dire commutatif entre Question piège. Bon, si on se limite à regarder les sommes, c'est clair. La somme est bien commutative. s'il y a des flèches. Maintenant, quel sens ça pourrait avoir de dire que les colimites arbitraires ont une structure commutative? C'est ça la question. C'est pas clair. Alors en fait, peut-être une réponse à ça, c'est la naturalité entre les colimites. C'est-à-dire d'où vient la symétrie entre des sommes. Les sommes, c'est les colimites indexées par des ensembles, et j'ai des morphismes entre ces ensembles. En particulier, j'ai des permutations d'un même ensemble. Et donc ça agit sur mes colimites indexées par mes ensembles. Parce que je peux permuter mes diagrammes, mais j'obtiens toujours la même colimite. Et donc, une manière de répondre à ta question, c'est de dire, si je prends les colimites indexées par des petites catégories et que je vois ça comme naturel sur les foncteurs entre petites catégories, c'est ça la structure commutative. Je ne sais pas si c'est ce dont vraiment. Donc finalement, est-ce que le choix de Hab, c'est un truc obligatoire ou tu peux faire ça autrement? Le choix de Hab? De Hab. Est-ce que tu pourrais remplacer Hab par des modules sur un élément? Là, l'analogie, elle est avec des... oui, j'ai pris les groupes abéliens, on aurait pu prendre des cas algèbres plutôt que les anneaux, j'aurais pu travailler relativement, mais toujours en commutatif. Oui, pour avoir le produit ensemble. Oui, c'est ça. Après, je prétends pas que, tu vois, si on commence à regarder des algèbres de Hopf ou des modules sous des algèbres de Hopf, il y a une partie de la structure qui va exister là, mais c'est quelque chose qu'il faut comparer au groupe abélien, il ne faut pas comparer au logos. Voilà, c'est une autre direction de Moi j'ai une question aussi. Alors les analogies c'est bien, mais moi je m'attendais en fait à une généralisation, une vraie généralisation, c'est-à-dire le passage non pas par les catégories Lex, mais par les catégories monoïdales. Alors c'est une autre direction. C'est une autre direction et ça donne la théorie des catégories monoïdales fermées. Oui, d'accord. Et donc les topos sont des catégories monoïdales fermées pour le produit cartésien, mais ils sont beaucoup plus que ça. D'accord, mais parce que en fait, je pense que j'ai vu récemment une étude d'orthogonalité dans des catégories monoïdales. Et donc je me demande ce que tu fais ici avec l'ex stable. Oui, ça c'est en fait monoïdal. Tout à fait. Les mêmes questions se posent. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une autre analogie à la théorie des anneaux. C'est les catégories monoïdales complètes, avec le produit tensoriel qui préserve les colimites en chaque variable. Donc on voit bien qu'on a une relation de distributivité quand on impose ça, parce que colimite tenseur B, c'est la colimite de machin tenseur B. Et donc on peut se demander comment on construit les quotients monoïdaux. Et donc il va falloir imposer des conditions d'orthogonalité. On va vouloir construire ces quotients comme des sous-catégories. Et il faut trouver quelle est la bonne notion d'orthogonalité qui va nous permettre que le morphisme de localisation préserve le produit. Et donc dans ce cas-là, si la structure monoïdale est donnée par le produit, est-ce qu'on retrouve exactement ce que tu proposes ici ou pas? Non, on trouve plus faible. Alors parce un truc intermédiaire entre ce que tu dis et ce que j'ai présenté, c'est juste prendre les catégories cartésiennes fermées. D'accord. Et alors si on fait ça, la condition du théorème se simplifie. On n'a plus besoin que W soit stable par toutes les limites finies, mais seulement par les changements de base le long d'une projection. Il y a même une caractérisation qui est due à Geithner et Koch, des localisations qui sont localement cartésiennes fermées. Et donc il y a le résultat ressemble aussi à ce genre de truc. Et si on part de générateurs qui sont stables par certains changements de base, alors la localisation va être localement cartésienne fermée. Question pour vous d'analogie. Une analogie dans le monde des anneaux
entre les anneaux et tout ce qui est tropical. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je connais aucune analogie sympathique entre le monde tropical et le monde des anneaux. Mais au sens où il y a. C'est vrai qu'il y a des choses qui se ressemblent, mais alors j'ai essayé, avec Michel Vaquier, on a essayé de regarder ça, si on pouvait faire une géométrie algébrique de la géométrie tropicale, ça marche assez mal. La notion, en fait, ce qui marche mal en géométrie tropicale, c'est la notion de sous-espace. Il n'y a pas vraiment de notion sympa de. J'ai une courbe, enfin j'ai je sais pas, une surface tropicale, qu'est-ce que c'est qu'une courbe à l'intérieur, une courbe tropicale sur la surface tropicale. Bon, ce qu'on a regardé, après il y a plusieurs variations, il y a plusieurs définitions dans le monde tropical, mais dans celle qu'on avait regardée, se laissait pas vraiment. Une tropicale aux catégories présentables, ça a un sens? Je ne sais pas. J'ai jamais regardé ça. Et je suis pas sûr. Dans les courbes tropicales que je connais, il y a des inégalités qui interviennent. C'est des espèces de convexes par morceaux. Et je vois mal comment ce genre de phénomène peut se formaliser de manière sympa au sens d'une géométrie algébrique, d'une notion d'anneau, quelle que soit la notion d'anneau. Alors il y a des modèles qui essaient de remplacer donc, les opérations plus et multiplicatives par les opérations de sup ou de mine et la somme. Alors c'est vrai que ça c'est assez intéressant, mais là on n'a plus de distributivité. C'est autre chose, la relation de compatibilité entre les deux. Donc, c'est une variation sur le thème des anneaux, mais j'ai jamais poussé cette direction-là, donc je sais pas. Ouais. C'est juste une remarque, ça va rebondir beaucoup sur ce que disait Alain. C'est que, alors, c'est un point de vue qui n'a pas du tout été développé pour les topos, mais qui est très important pour les locales. C'est que tu as deux façons de les voir comme des anneaux. Tu peux soit dire que les unions c'est l'addition et que les intersections c'est la multiplication. Ou tu peux soit dire que les unions finies. Non, pardon, les intersections et les unions filtrantes forment la structure additive, ce qui a du sens parce qu'elles commutent, et que les unions finies forment la structure multiplicative. Et ça a le même côté où tu as structure additive, structure multiplicative, tu as une distributivité entre les deux. Et en fait, ça te donne une vision assez différente. Attends, tu mets les unions filtrantes et les intersections finies comme la structure additive, et ça marche parce qu'elles commutent entre elles. Les intersections, les trucs filtrants commutent aux intersections finies. D'accord. Et ça te donne par exemple une description complètement différente du produit local, qui a servi notamment Peter Johnson l'a utilisé pour donner une preuve quasi triviale du théorème de Tikhonov. Et en fait, il y a énormément de notions de la théorie des locales qui ont une notion duale en changeant ce point de vue-là. Par exemple, la notion d'application ouverte devient la notion d'application propre quand tu échanges ces deux points de vue-là. La notion de locale discrète devient la notion d'espace compact Hausdorff. Ah ouais, c'est cool. Je peux savoir tout ça. Voilà, et tu as énormément, voilà, tu as les supérieurs power local qui viennent les lower power local, enfin tu as énormément de choses qui s'inversent comme ça. Et ça c'est un point de vue qui n'a pas du tout été développé dans la théorie des topos et qui est très lié à ce que tu dis, parce que c'est juste changer ce qu'on appelle additif et ce qu'on appelle multiplicatif. Eh ben, c'est un bon projet de recherche, ça. Je suis pas sûr que ça marche aussi bien. Tu gardes le côté que tu as la commutativité entre les limites finies et les limites inductives filtrantes, qui est le point important pour voir ça comme une structure additive. Il faut que ça commute, les additions commutent entre elles. Ça rejoint ce qu'avait dit Clément, n'est-ce pas, que le fait que les sup, on peut comprendre comme des sup filtrants et des sup finis, c'est très important, justement parce qu'on peut faire ça. Et là où tu avais ton carré, tu comprenais comment faire le logos libre en allant en bas mais pas en haut. Oui, le sim là. Ça aussi, ça devrait être. On peut le décrire en utilisant ça. Oui, tout à fait. Peut-être qu'il faut faire un jeu à 3. En fait, avec les sommes, les collimines filtrantes et les limites. Exactement. C'est ce qu'on fait en théorie des domaines normalement. On décompose comme ça et comme ça devient plus algébrique. Ouais. Peut-être c'est une amélioration qu'il faut importer ici.
Parce que, alors, Les colonies filtrantes ne se voient pas en fait. effectivement, c'est on peut factoriser la construction du logos. Non, pardon, qu'est-ce que je voulais dire? Non, j'allais dire une bêtise. Non, non, c'était juste savoir que oui, les colimites filtrantes ne se voient pas dans les anneaux moralement. Tu vois, c'est Oui. ça. Non, Oui, oui, voilà. ils sont pas Alors, là. Donc quelque part, je ne sais pas si c'est à Alors, gauche ou à droite. T'as une sorte de- voilà, alors, sauf qu'il y a la notion d'anneau complet. Bon, où là, c'est clairement du côté. C'est une sorte on peut penser aux anneaux complets comme justement des trucs qui ont des sommes infinies, et donc on a rajouté des sortes de sommes filtrantes. Mais c'est pas. Il y a certaines analogies qui marchent pas trop mal avec les anneaux complets aussi. Mais les anneaux complets sont quand même moins sympathiques que les anneaux libres. En fait, c'était une autre question. Ouais. C'était par rapport à ton programme de. Les schémas, c'est-à-dire comment tu as en tête de localiser encore dans un autre sens, mais de coller des topos ensemble. Alors, Et pourquoi tu le fais? la catégorie des logos est plutôt sympa au niveau des collages. C'est-à-dire que la plupart des collages de logos que l'on peut penser, c'est des logos. Donc c'était ça ma question. Pardon, il faut penser en termes de topos. Là, pour vous. Mais, donc il y a des notions d'immersion ouverte de topos, il y a des notions de morphisme étal en topos, et si je prends des relations d'équivalence étale entre topos, le quotient est un topos. Et c'est le bon. Donc si on copie la définition des schémas ou la définition des espaces algébriques à la Knudsen, on n'en a pas besoin de ces trucs-là dans les topos, parce que la notion de topos est déjà assez souple pour absorber ces trucs. C'est un petit peu comme quand on fait des variétés différentielles. La géométrie différentielle est assez souple pour que les collages de variétés différentielles restent des variétés différentielles. Et donc, et moralement, on reste toujours dans un Rn quelque part, on est toujours dans des sous-trucs de Rn. Donc là, c'est plutôt une rigidité de la géométrie algébrique qui force à faire intervenir des objets un peu étranges. Donc ça, c'est une première réponse. Et la deuxième réponse, par contre, c'est de dire qu'il y a des quotients qu'on a envie de considérer, par exemple des actions de groupes topologiques, et des quotients d'actions de groupes topologiques. Et alors là les topos ne donnent pas du tout les bons résultats pour calculer les quotients. Et donc ce qu'il faut faire, c'est un analogue des champs. Il faut faire des champs sur les topos. Et il y a une caractérisation donc, due à Joyal et Tierney des topos en termes de champs. Donc c'est essentiellement des champs dans la catégorie des locales, mais dont les groupes de symétrie des points sont très particuliers. Ils sont essentiellement discrets. Oui, pour discret, mais j'ai pas voulu. Enfin, d'accord. Et donc, par exemple, on ne peut pas avoir tous les champs dont les groupes de symétrie sont des vrais groupes topologiques. Ça, c'est interdit dans la théorie des topos. Et la raison, c'est qu'on prend des fonctions à valeur dans les ensembles, et on ne peut pas faire agir des groupes topologiques sur les ensembles, ça se factorise par les composantes connexes du groupe. Donc, on ne peut pas avoir mieux que des groupes discrets qui agissent sur les faisceaux. La notion de faisceau équivariant sur un groupe topologique, elle dépend que du pi0. Donc il y a une catégorie qui est plus grosse que les topos, si tu veux, où tu fais... Oui, mais qui n'est pas pensé en termes de recollement. Si, parce que les catégories des champs, c'est exactement défini comme des recollements. C'est le truc universel. C'est la catégorie universelle où tu as fait des recollements. Ça, c'est Le recollement de quoi alors disons que tu prends prenons la catégorie des espaces topologiques par exemple. Tu regardes les champs topologiques. Donc un champ topologique, c'est un foncteur sur le site des espaces topologiques qui vérifie la valeur dans les groupoïdes si tu veux faire bien un champ, ou les groupoïdes supérieurs si tu veux faire un champ supérieur, qui vérifie une propriété de descente par rapport au recouvrement à la topologie.
topologie canonique des espaces topologiques. Et alors, quand tu fais ça, donc tu obtiens une grosse catégorie qui contient de manière pleinement fidèle les espaces topologiques. Et qu'est-ce que c'est qu'un objet à l'intérieur de cette catégorie? C'est une colimite formelle d'espaces topologiques. Donc c'est un quotient formel d'un diagramme d'espace topologique. Alors après, tu vas distinguer à l'intérieur, parce que là, si tu fais ça, tu as trop de trucs. Donc il faut faire ce que Carlos avait fait, il faut distinguer les objets qui sont géométriques à l'intérieur de cette construction-là. Il faut distinguer les objets qui sont localement sympas, dont on peut apprivoiser la structure locale. Et, non, mais voilà. Et ça, tu peux le faire, là je l'ai fait en partant de la notion d'espace topologique et de recouvrement pour les espaces topologiques, mais il suffit on peut partir de la catégorie des topos et des recouvrements de topos. On peut faire des champs sur cette catégorie-là. C'est comme les champs sur les topos. Ouais. C'est une importerie. Frédéric, toi tu dis qu'il n'y a pas de la marche prévue cet après-midi, c'est ça? Oui, parce comme il fait mauvais, on avait évoqué de faire quelque chose, mais ça n'a pas trop de sens. Donc c'est après-midi libre, mais sans organisation. Donc déjeuner, donc rendez-vous dans 5 minutes, à 40, disons. Ouais. On va